Et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Et je vais partager ici présentation. Présenter. Voilà, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler des loyautés transgénérationnelles ou pas d'ailleurs, qui sont toxiques ou qui ne le sont pas. Vous allez voir, c'était difficile de trouver un titre qui allait résumer tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, soyez tout ouïe et ne vous inquiétez pas si vous, comment dire, vous prenez pas note de tout puisque vous aurez le replay. Voilà, alors j'ai quelques questions et n'hésitez pas à répondre dans le fil de conversation. Qui parmi vous se sent ou s'est déjà senti enchaîné à des schémas récurrents? Voilà. Et qui parmi vous se sent loyal à sa famille malgré elle? Je ne l'ai pas mis au masculin puisque vous êtes toutes des dames qui suivez, mais il est possible qu'en replay, il y ait des messieurs, donc malgré vous. Alors, qui parmi vous ressent que ses parents ont une dette envers elle? Donc, voilà, parfois on a l'impression que nos parents ne nous ont pas donné ce ils auraient dû nous donner. Ça peut être de l'affection, de la présence, de l'écoute, etc., etc. Voilà. Et ça va avoir un impact. On va voir ça tout de suite. Alors ce soir, nous allons définir ce qu'est la loyauté. On va faire des liens avec les trois lois systémiques. On verra que nous sommes tous endettés dans nos familles, qu'il y a aussi entre la loyauté et toutes les loyautés qu'on peut ressentir un lien avec les trois consciences. Je vais les redéfinir, les consciences. On va parler de justice et d'injustice, de prendre, de donner, de recevoir, la parentification, et puis l'impact aussi de la vie de la société. Bah, par exemple, la guerre en Palestine, qu'est-ce que ça peut créer? Et d'autres catastrophes, hein, même les catastrophes naturelles, ça peut avoir un impact aussi sur notre loyauté. Et puis le conflit de loyauté et l'homéostasie qui existe dans nos systèmes. Et puis on arrivera à la conclusion. Je vous ferai un petit résumé. Et surtout, restez bien avec moi parce que je vais... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je vais aussi euh, vous offrir un cadeau. Voilà, voilà. Alors, ben, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Oriane Cormand. Ça fait 20 ans que je facilite des constellations et c'est depuis 2018 que j'ai pris la décision de transmettre mon art à travers des formations en ligne et en présentiel. Voilà, donc c'est avec grand bonheur que je fais ça. Et voilà, il y a un cadeau parce que cette masterclass, c'est un peu la partie théorique de l'atelier pratique où on constellera les loyautés familiales. Et cet atelier aura lieu le lundi 9 décembre de 14 heures à 17 heures. Et il faut savoir que cet atelier, c'est toujours 1 heure de démonstration et 2 heures où on va pouvoir échanger avec une personne et pratiquer justement la constellation autour de la loyauté. Bien, alors la loyauté, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, j'ai été faire quelques recherches et on dit que c'est une forme de fidélité, c'est la fidélité d'une personne envers une autre ou envers des engagements, des règles et des principes. Elle va se manifester par le respect des promesses et des valeurs et est souvent associée à des notions telles que l'honnêteté, la droiture et la probité. Il y a même un autre mot qui revient souvent parce que je me passionne beaucoup pour la thérapie contextuelle de Bossormeni-Nagy. C'est un nom de famille très difficile à prononcer et il parle énormément de la loyauté et entre autres de ce sentiment de c'est juste, c'est pas juste, ça va aussi avec ça. Alors, qu'est-ce que je fais là? Ok. Alors, ouf, chaque fois je suis. Ouais. Alors, Catherine Ducommun-Nagui, c'est la femme de
justement de ce monsieur Boss Zormeni Nagui. Et elle a écrit un livre vraiment passionnant qui s'appelle Ces loyautés qui nous libèrent. Et dans ce livre, elle dit que la loyauté peut se définir comme un engagement que nous prenons de venir en aide à ceux qui nous ont aidés. Voilà, voilà. Alors, ok. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que la loyauté est en fait un moyen de rendre notre monde plus humain et, euh, et plus social et faire en sorte que les personnes soient des sujets plutôt que des objets. Et je reviendrai sur cette notion d'objectification et il faut savoir qu'aujourd'hui, notre monde, avec toute cette confusion qui existe au niveau des valeurs, est en train de transformer les êtres humains de sujets en objets consommables et jetables. Ok. Alors, moi, je me suis dit, ok, la loyauté, qu'est-ce que ça peut bien être? Et est-ce qu'il y a des liens avec les trois lois systémiques? Donc, il y a cette fameuse loi de l'appartenance. La famille d'abord, les autres ensuite. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut entendre dans certaines familles. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on nous allons faire comme nos parents l'ont fait ou comme d'autres personnes? Est-ce qu'on va se laisser inspirer? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différentes tendances. Notre société ne met plus autant l'accent, en tout cas, je veux dire notre société occidentale, hein, parce que si vous allez dans les pays du Maghreb ou en Inde ou voilà en Afrique, la famille a encore énormément d'importance. Et on va dire que c'est souvent la famille d'abord et puis les autres ensuite. Mais ici, dans nos pays occidentaux, c'est un petit peu différent. Et bien sûr, on ne va pas toujours faire comme nos parents. On va peut-être faire comme d'autres personnes qui nous semblent peut-être plus appropriées. Alors, la question aussi qui se pose, c'est devons-nous rester disponibles pour les nôtres ou nous engager dans de nouvelles relations? On va répondre à tout ça euh, durant cette présentation. La loi de l'ordre est importante parce que, euh, par exemple, quand les enfants donnent énormément aux parents au point que, eh bien, ça les empêche eux-mêmes de créer une famille, peut-être même d'envisager d'avoir des enfants parce qu'ils doivent s'occuper de leurs parents, eh bien, là, il y a un problème d'ordre. Ils se tiennent trop grands et on peut se poser la question, finalement, dans la famille, qui donne et qui reçoit. C'est vrai, les parents donnent la vie, les enfants la reçoivent pour eux-mêmes la donner à leur descendance et également au sein de la fratrie, eh bien, il peut y avoir des avantages, mais aussi des responsabilités qui vont incomber à l'aîné et qui ne seront pas portées de la même manière par les cadets ou même les petits derniers, comme on peut dire. Et ça a aussi un impact sur les héritages et de nouveau sur les loyautés. Alors les héritages, ben, par exemple, c'est la loi salique hein, dans notre culture occidentale, bon, on va dire patriarcale pour utiliser un mot fort à la mode, et culture chrétienne. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? On donnait l'héritage, par exemple, si on avait la ferme, on la transmettait au garçon et à l'aîné. Et puis après, c'était les autres qui suivaient. Donc, il y avait effectivement un ordre dans le don ou la transmission, en tout cas, des héritages. Alors après, il y a la loi de l'équilibre entre donner et recevoir. L'être humain a une capacité unique qui n'existe pas chez les animaux, hein, il faut le savoir, même si les animaux donnent énormément, mais ils ne font pas, il n'y a pas de réciprocité. Et ça, c'est vraiment particulier à l'être humain, c'est cette capacité de réciprocité et de confiance mutuelle. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Et les parents, d'une certaine façon, devraient être capables, j'aurais presque dû mettre au conditionnel, devraient être capables de donner à leurs enfants plus qu'ils n'en attendent en retour. Et c'est pas toujours le cas. Alors ça crée des problématiques. Alors,
Matt Ridley dit que les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre en société et pour échanger entre eux, parce que ce serait la seule façon pour eux de survivre en tant qu'espèce. Et ça, la loyauté va avec ça, parce que nous avons un compteur dans notre tête qui euh, fait tout le temps la balance entre ce que l'on a donné, ce que l'on a reçu, ce que l'on doit à l'un et à l'autre. Et apparemment, des études ont été faites. On peut avoir des maladies mentales, on peut être schizophrène, par exemple, ça a été observé. Et la balance du donner et du recevoir est toujours à jour. Et la personne a vraiment conscience, malgré son problème, je dirais, psychiatrique, elle a conscience de ce qu'elle doit et de ce qu'on lui doit. Et donc, tout cela nous amène à la notion que nous sommes, d'une certaine façon, tous endettés. Et oui, déjà, ne fût-ce que d'avoir reçu la vie de nos parents, ben, quelque part, ça crée une sorte de dette. Et c'est voir comment on va tenir ces comptes et comment nous allons être loyal à ceux qui nous ont donné quelque chose. Alors ça peut paraître surprenant pour vous qui m'écoutez que j'associe loyauté à cette loi du donner et du recevoir, parce que c'est vraiment sur cette loi-là que je vais me concentrer, un peu moins sur la loi de l'appartenance et la loi de l'ordre, bien que si vous connaissez un petit peu les trois lois systémiques, elles travaillent ensemble, ça fonctionne ensemble. Voilà, donc c'est ce que je disais, nous faisons les comptes de tout ce que nous avons donné et reçu, et ça c'est très important. Alors, c'est facile quand il n'y a que deux personnes, mais quand il y en a plus, ça devient un peu plus compliqué. Et on va avoir parfois, on va pas savoir bien respecter cette réciprocité, mais en même temps, ça crée de la cohésion, ça crée du lien entre les personnes, et donc c'est important qu'il y ait ces échanges, ces dettes et cette loyauté, cet engagement à les rembourser d'une manière ou d'une autre. Ne pas le faire crée des perturbations au niveau systémique. Et effectivement, comme je disais, hein, s'il y a plus de deux personnes, ça va se compliquer, ça peut créer des guerres, hein. Nous avons des beaux exemples en ce moment qui se produisent. Et finalement, les ennemis de nos amis, les ennemis de nos amis sont nos ennemis. Ça rejoint les amis de nos amis sont nos amis. Ben, ici, les ennemis de nos amis sont nos ennemis. Et c'est là que l'on va aussi être loyal. Et c'est ce qui se passe avec les guerres en ce moment, Israël, Palestine, Ukraine, Russie, les Américains, etc. Il y a des loyautés qui fonctionnent aussi au niveau des populations. Et voilà, ça agit. Alors, dans nos familles, parce que ça, finalement, c'est ça qui nous intéresse le plus, hein, dans un premier temps, c'est comment ça se passe dans nos familles. Eh bien, c'est en lien aussi avec la conscience. Et cette conscience, elle est au service de trois besoins essentiels. Créer le lien, maintenir l'équilibre entre le donner et le recevoir, et respecter l'ordre d'arrivée dans le système. Alors cette conscience, elle se divise en trois qualités, on va dire la conscience personnelle. Cette conscience-là, c'est vraiment une conscience que chaque individu a et qui va l'encourager à prendre soin des liens, de l'équilibre, de l'ordre dans le système familial où aucun ne doit dominer. Et pourtant, ça n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Elle va être soumise aux règles et aux valeurs de la famille d'origine et aux notions de bien et de mal. Elle assure la survie. Que va-t-il se passer si les règles de la famille vont à l'encontre des notions de bien et de mal de la société? Eh bien, elles vont prendre le dessus. Dans nos familles, nous allons d'abord respecter les règles de notre famille. Et puis, on respectera les règles de la société ou de la communauté qui est plus élargie. Parce que, je parlais de la loi de l'appartenance, c'est une question de survie que de pouvoir continuer à appartenir à sa famille.
Même si nous mettons 5000 kilomètres entre soi et sa famille, nous restons toujours reliés à cette famille et nous restons loyaux à cette famille, même si on ne les a plus vus depuis 30 ans. Eh bien, on va manifester cette loyauté à travers le respect de comportements, de valeurs, de principes, ou même à une histoire, une légende familiale qui va créer notre identité. Donc, il y a vraiment ça qui est là derrière. Après, cette conscience collective ou de groupe, hein, elle porte plusieurs noms, elle va orienter l'individu vers les valeurs adoptées par le groupe. Donc, je fais partie d'une famille et cette famille adhère à une religion. Moi, je prends toujours cet exemple parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est dans des familles hindoues, la fille se fait violer, ça déshonore la famille, et donc que font les parents pour pouvoir toujours continuer à appartenir à la collectivité? Eh bien, pour sauver leur honneur, ils vont tuer leur fille alors qu'elle était victime. Et donc, nous, occidentaux, on est incapables de comprendre cela, surtout que ben, c'est un peu un déchirement. Comment ça se fait que des parents qui aiment leur enfant peuvent aller jusqu'à tuer leur propre enfant pour sauver l'honneur? Et surtout, derrière ça, de pouvoir continuer à appartenir à une collectivité, à une communauté. Et donc là, il y a les notions de bien et de mal qui vont intervenir, mais qui sont très éloignées finalement du vrai bien et entre guillemets du vrai mal, hein, du vrai bien aussi entre guillemets, de quelque chose qui est dans l'amour et de quelque chose qui n'est pas dans l'amour. Et ça va avoir un impact. C'est que la conscience collective aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va pousser les individus appartenant à ce collectif à rééquilibrer ben, les injustices, à rééquilibrer les exclusions. Par exemple, on a tué cette jeune fille, 3 générations plus tard ou 2 générations plus tard, eh bien, il va y avoir un descendant qui va essayer de réintégrer à sa façon ben, cette jeune fille qui a été éliminée, exclue du système. Et comment est-ce qu'il va faire, il ou elle? Eh bien, soit en défendant ces personnes qui sont rejetées par la société, ou en devenant lui-même un agresseur, ou voilà, en faisant quelque chose qui parfois n'a ni queue ni tête, mais qui a l'objectif de réintégrer la personne qui a été exclue. Et c'est vrai que dans les successions, dans les héritages, il y a aussi beaucoup de conflits de loyauté et d'injustice et de déséquilibre au niveau des partages. Et la conscience universelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette capacité à aller au-delà du bien et du mal et qui comprend bah, tous les systèmes de valeurs, qui accepte les, les systèmes de valeurs tels qu'ils sont et qui ouvre à l'amour universel. Donc, c'est en dehors de tout jugement et bien entendu, c'est au service de la guérison et de la réconciliation. Et donc, on va dire, les 3 consciences nous habitent en permanence. Bien sûr, au plus on va aller vers cette spiritualité, au plus on va s'ouvrir à cette conscience universelle. Mais parfois, on peut être aveuglé en pensant qu'on est déjà dans cette conscience universelle, alors que la conscience individuelle et de groupe continue d'agir malgré nous. Et c'est là qu'il peut y avoir ces fameuses loyautés toxiques dont j'ai déjà parlé. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons un point aveugle dont nous ne sommes pas conscients. Et ici, l'exemple que je prends, c'est vraiment bah, un exemple concret. Saviez-vous que vous aviez un point aveugle? Est-ce que vous en avez conscience en permanence? Eh bien, je suis certaine que non. En tout cas, moi, je n'en ai pas conscience. Et il faut faire un exercice pour arriver à prendre conscience qu'on a un point aveugle. Et puis très vite, on va l'oublier dès qu'on n'est plus dans cet exercice. Et ce point aveugle est en lien avec notre capacité à commettre de grandes injustices sans en être conscient. Et
là, on est aussi dans ces loyautés et ces conflits de loyauté sur lesquels je vais aussi revenir. Et donc, le fait que, on a ce point aveugle, ça peut nous amener à réclamer de nos proches des choses qui finalement ils ne nous les doivent pas. Et on peut vraiment saboter notre propre vie pour obtenir quelque chose que l'on attend de nos proches et que l'on ne voudrait pas leur demander parce qu'on voudrait qu'ils sachent d'eux-mêmes qu'ils nous le doivent. Ça peut être l'attention de nos parents, ça peut être des tas de choses qui sont personnelles à chaque individu. Alors, bien sûr, quand on parle de réclamer des choses qui ne nous doivent pas, c'est parfois matériel, mais c'est beaucoup plus souvent émotionnel, même peut-être intellectuel, spirituel. En tout cas, disons que c'est rarement matériel. Mais il y a aussi des grandes souffrances au niveau matériel. Alors, si nos proches refusent de donner, eh bien, on va considérer cela comme une injustice. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi nous-mêmes commettre des injustices envers nos proches. Et la grande problématique, s'ils donnent ce que nous leur demandons, et que nous considérons comme un dû, eh bien, on aura du mal à recevoir ce qu'il nous donne et à ressentir de la gratitude parce que bah, c'est un dû, il nous le devait. Et donc, c'est très difficile de ressentir de la gratitude. Et donc, on ne reçoit pas là, mais on le prend. Et il y a une grande différence entre recevoir et prendre. Alors, que se passe-t-il quand la personne a été lésée ou croit l'avoir été? Par exemple, les parents se séparent et les enfants ne savent pas comment être loyal à un parent sans trahir l'autre. Ça, c'est un cas qui se trouve partout, tout le temps, dans notre monde actuel. Et même, ça peut aller jusqu'à ce que les parents fassent du chantage vis-à-vis de leur enfant et lui demandent, mais finalement, quel est le parent que tu préfères? Je crois que c'est ma prochaine. Non, ce n'est pas ma prochaine dia, mais voilà, on demande parfois des confirmations que nous sommes préférés, nous sommes le préféré des parents pour nos enfants. Et l'enfant a du mal à se positionner et donc il va parfois mentir. Et là, on est dans justement ces fameux conflits de loyauté. À qui est-ce que je peux être et je dois être fidèle? Et que va-t-il se passer si je suis loyal à un de mes parents et pas à l'autre, si je trahis sa confiance et son amour? Et il faut savoir aussi que les enfants qui ont été placés, qui ont été abandonnés, qui ont souffert de négligence, d'abus, de violence, de maltraitance, peuvent ressentir il n'y a pas que leur famille qui leur est redevable, mais aussi la société. Et il va y avoir des comportements, et ça c'est en lien avec ces fameuses loyautés toxiques, puisqu'ils se détruisent eux-mêmes. Ils vont, par exemple, devenir délinquants, et ça va être leur façon de reprendre ce qu'ils pensent qu'il leur a été pris indûment. Les enfants délinquants sont souvent coincés dans des loyautés et dans ce sentiment que la société a une dette vis-à-vis d'eux et tout ça va dépendre aussi de leur souffrance. Voilà, il va réclamer son dû en le prenant de force, en le volant, en se vengeant, en sabotant ou en se sabotant lui-même, en maltraitant l'autre et en se maltraitant. Également, une autre façon, c'est la parentification. Donc, que se passe-t-il? Euh, les enfants n'ont pas spécialement envie d'être les parents de leurs parents, mais ils comprennent très vite que pour aider leurs parents à tenir la tête hors de l'eau, par exemple, parce que ils ont des difficultés psychologiques, émotionnelles, des addictions à l'alcool, aux drogues, qu'ils ont des comportements, je dirais, qui n'ont pas de sens, eh bien, les enfants vont devenir
ceux qui apportent leur sollicitude, leur compréhension, l'amour, la reconnaissance. Et ce qui va se passer, c'est que les parents qui attendent ça de leurs enfants, parce que c'est un jeu qui se fait entre les parents et les enfants, eh bien, c'est très souvent des parents qui n'ont pas obtenu cet amour, cette compréhension, cette reconnaissance, cette sollicitude de la part de leurs propres parents. Et donc, ils ont une dette qu'ils ne vont pas réclamer, les parents auprès de leurs propres parents, mais qu'ils vont déplacer de leurs parents vers leurs enfants. Et donc, il y a un jeu qui va se mettre en place entre les parents et les enfants qui va créer une dette. Parce que si l'enfant prend soin et parentifie ses propres parents, eh bien, il ne peut pas lui-même profiter de sa vie et aller de l'avant. Et donc, ça l'empêche de regarder vers le futur. Quelque part, il regarde vers le passé, vers ce qui l'a engendré. Alors, ici, ce qu'on peut voir, voilà, les parents ne donnent pas à leur fils. Le fils ne reçoit pas de ses parents. Il attend, bien sûr, son dû, mais il va l'attendre de son propre fils. Et ce qui se passe aussi, c'est que parfois, ici je parle du fils, mais ça pourrait être la fille, ce qui ne reçoit pas de ses parents, il va l'attendre de son partenaire aussi. Ça peut exister également. Et c'est une façon d'être loyal à ses parents. Regardez, papa, maman, je ne suis pas exigeant, je ne vous demande rien et je passe la dette à soit à mon fils ou à ma fille ou à mon partenaire. Alors ici, hop, oups là, ok. Alors il y a souvent, comme vous l'avez peut-être pu le constater ici dans cette présentation, c'est qu'il y a une confusion entre le transfert d'une dette et la loyauté. Et c'est là qu'il y a la toxicité. C'est cette confusion entre cette dette qui a été transférée à nos enfants et cette loyauté que l'on a vis-à-vis de nos parents. Et cela peut se répéter de génération en génération. D'ailleurs, je vais reprendre ici le dessin. Donc, le fils du fils va donner à son père, et puis un jour, il va devenir adulte, et il va faire la même chose avec son propre enfant, parce que tout ce qu'il n'a pas reçu de son propre père, eh bien, il va le demander à son propre enfant ou, comme je le disais tout à l'heure, à son partenaire, sa partenaire de vie. Et c'est comme ça que les loyautés deviennent transgénérationnelles. En fait, ce n'est pas vraiment une loyauté, mais c'est une dette qui passe de génération en génération. Alors, il y a l'injustice sociale, il y a les guerres, comme j'en parlais un petit peu avant, les catastrophes climatiques, les maladies, etc. Alors là, où est le coupable? Où est le coupable dans des situations pareilles ici? Bon, ben voilà, une situation en Palestine qui nous touche tous et toutes. Eh bien, tous ces enfants sont dans l'angoisse, ils ont perdu leur foyer, ils ont perdu leur sécurité. Et ils savent que c'est pas de la faute de leurs parents. Ils le savent. Les parents, d'ailleurs, sont peut-être là, ici dans cette image, peut-être dans l'immeuble, où certains ont perdu leurs parents qui ont été tués. Donc, c'est la société qui est en dette vis-à-vis d'eux. Et ça va effectivement avoir un énorme impact sur l'individu, mais aussi sur la société, parce que ici, je dirais, les loyautés vont au-delà de la famille et leur impact va au-delà de l'individu, il va au niveau de la société. C'est-à-dire que toute la société va être impliquée dans cette dette ça va, c'est inquiétant parce que quand on voit autant l'Ukraine là où les personnes sont engagées de force pour aller combattre. Il y en a qui se cachent, qui fuient, il y a des déserteurs. C'est terrible ce qui se passe. Et en Palestine aussi, hein, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Alors, il y a les loyautés nationales. C'est un sujet très important auquel on ne pense pas souvent. Et je dirais que nous devrions vraiment y penser et envisager cette loyauté nationale, encore plus aujourd'hui avec l'intensité
de l'immigration, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai lu dernièrement en Espagne, ils envisagent de naturaliser 900 000 personnes sans papier, donc des personnes qui sont venues, entre autres, par les bateaux, qui se sont réfugiés, entre guillemets, en Espagne. Et donc, ils vont les naturaliser, mais tout ça sans aucun rituel, sans aucune, je dirais, conscience des loyautés qui sont là pour chacun de ses membres. Donc plus de 900 000 personnes dans un pays, c'est une énorme, c'est une énorme couche, une masse de population, et ces personnes sont restées loyales à leur pays. Et en même temps, ils se sont sentis abandonnés par leur pays. Et leur pays, ce n'est pas que l'État, c'est aussi la communauté, c'est le village ou le quartier où ils vivaient, ce sont leurs ancêtres. Et ils ont tout quitté, ils ont quitté leur pays, ils se sont sentis abandonnés, rejetés parce que leur pays ne pouvait pas leur assurer une vie décente. Et ils ont dû mettre leur vie en péril et se retrouver éloignés de leur famille. Hein. Donc souvent c'est des hommes mais aussi des femmes hein, qui s'enfuient. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces jeunes hommes n'osent plus retourner dans leur pays si, par exemple, ça ne se passe pas bien là où ils sont arrivés. Et ils se retrouvent complètement hors système. Et donc, on peut dire que c'est des exclus. Mais est-ce qu'ils ont coupé leur cœur de leur pays? Non. Ils continuent à téléphoner, à même créer une légende comme quoi tout va bien, que la famille ne doit pas s'inquiéter, que l'argent va arriver, même s'il n'y a pas du tout d'argent. Et ils entretiennent ça. Et il y a des études qui ont été faites déjà du temps où les Algériens émigraient énormément. Et puis après la guerre d'Algérie, quand ils sont arrivés en France, hein, ceux qu'on appelait les pieds noirs, il y avait des Algériens, et puis il y avait des Français qui avaient vécu parfois plusieurs générations en Algérie. Et donc, il y a des loyautés nationales qui interviennent et qui vont bloquer la personne qui est émigrée et immigrée, hein, émigrée qui a quitté son pays et immigrée qui est entrée dans le pays, et qui va l'empêcher parfois de recevoir les, la générosité du pays d'accueil. Parce que ils sont dans un conflit de loyauté. À qui vont-ils être loyaux? S'ils sont loyaux au pays d'accueil, eh bien, est-ce qu'ils trahissent leur pays d'origine? Surtout si la culture est très différente, si les valeurs sont différentes, il va y avoir vraiment une grande souffrance. Et donc, moi, ici, j'ai mis le drapeau portugais parce que, comme vous le savez peut-être pas, en tout cas, il y en a qui le savent, ma mère est portugaise, mon père est belge, j'ai vécu en Belgique, donc la nationalité belge, je n'ai pas la nationalité portugaise. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute ma vie, j'ai toujours eu envie d'aller vivre au Portugal. Je suis retournée vivre au Portugal. Et effectivement, il y a une loyauté, je dirais, qui a toujours été agissante en ce qui me concerne vis-à-vis du Portugal. Heureusement, ça n'a pas détruit ma vie, mais quand même, plusieurs fois, j'ai réalisé que la famille portugaise, c'était des gens très pauvres. La famille belge, c'était des gens, on va dire, de la classe moyenne belge, donc plus à l'aise en tout cas, hein, ils n'ont pas souffert de famine, alors que peut-être bien que dans la famille de ma mère, il y a eu des épisodes de famine, de vie très dure, des morts aussi, faute de soins, etc. Et donc, j'ai constaté dans ma vie que j'avais des loyautés inconscientes à la branche la plus pauvre. Ce qui a parfois pu saboter aussi, c'est qu'il y avait une partie de moi qui ne s'autorisait pas à mieux gagner sa vie parce que ben, c'était passé dans le clan des salauds. Donc, vous voyez, là, les loyautés, elles vont agir aussi dans notre relation à l'argent. Il y aurait moyen de parler pendant des heures de ça. À qui suis-je le plus loyal dans mes familles paternelles et maternelles? Allez observer ça. Allez voir aussi l'histoire du pays de vos parents. Alors bon, il faut savoir que, par exemple, en France,
Il y a énormément de départements, mais avant, c'était presque que des petits pays où il y avait des langues différentes, hein. On parlait le basque, le breton, on parlait le provençal, on parlait la langue d'Oil, la langue d'Oc, etc., etc. Donc, il y avait des langues différentes, il y avait des régions, et par exemple, quand j'observe comme ça l'histoire de mon ex-compagnon, alsacien, mais avec une maman d'origine cévenole, et toute l'histoire, l'arrière-grand-mère qui était partie travailler dans une famille de bourgeois industriels en Alsace, etc., etc. Et donc, il y a aussi des loyautés au niveau des classes sociales, parce que je parle de la loyauté nationale, mais il y a aussi des classes sociales. Que se passe-t-il quand il y a une branche de la famille, un peu comme moi, hein, une branche de la famille des agriculteurs très pauvres, et l'autre branche des petits commerçants du style boucher, grossiste en cuir, etc. Ben voilà, et parfois les classes sociales sont beaucoup plus différentes, hein. Et donc il peut y avoir le sentiment d'une montée sociale comme d'une chute sociale. Tout ça, il y a des loyautés derrière qui vont agir, et c'est là que l'on peut parler des loyautés toxiques, c'est que elle nous déchire, elle nous coupe de notre capacité, de cette conscience universelle qui va au-delà de toutes ces valeurs, etc., etc. Bien, alors, ben voilà, j'ai un petit peu déjà dit tout ça, la souffrance des immigrés et de leurs conflits de loyauté. Voilà, voilà, donc ça c'est important. Et il faut savoir que les liens de sang sont plus forts que les liens d'adoption, par exemple, et agissent sur notre loyauté. Donc vous voyez que les loyautés, ça agit tellement dans tellement d'aspects de notre vie. Et donc, oui, ici j'ai pris un exemple d'une famille africaine et la petite sœur a été adoptée par un couple d'homosexuels, on va dire anglais. J'ai déjà vu un exemple comme ça. À qui va-t-elle être loyale, cette petite jeune fille? Ben, elle va être loyale à ses parents. Et même si les parents ont abandonné leur enfant, elle va toujours imaginer que ça a été lié à des circonstances, etc. Et elle va avoir du mal à accepter l'idée que ses parents l'ont vraiment abandonnée. Ce qui est aussi assez rare, mais ça arrive que les parents abandonnent leurs enfants, hein. Tous n'ont pas le lien paternel et maternel inné, et il n'y a pas de honte à ça. Mais voilà, et donc, il y a des familles qui pensent que sans parler des origines, sans reconnaître la place de la famille d'origine, l'enfant va s'en sortir, mais inconsciemment, c'est pas le cas. Ce seront les liens de sang qui vont primer. Et j'ai eu un exemple, il y a 2 ans, j'ai accompagné une famille au Maroc où ils avaient du mal. Donc, le couple n'arrivait pas à avoir d'enfant. Puis un jour, ils ont décidé d'adopter un enfant. Ils ont eu une petite fille. Et puis, la petite fille était très, très, très difficile, n'obéissait pas, n'en faisait qu'à sa tête. Et qu'est-ce qu'on a pu remarquer? C'est qu'elle était loyale à sa mère biologique parce que, et ça c'est très intéressant, elle avait pu réaliser, ressentir, hein, parfois pas besoin d'entendre les parents dire du mal des parents biologiques, hein, les parents adoptifs, mais cette maman ne comprenait pas comment la mère de cette petite avait pu l'abandonner, alors qu'il y avait plein, plein de raisons tout à fait possibles, surtout au Maroc où c'est un gros problème que d'avoir des enfants en dehors du mariage. On risque d'être ostracisé, et l'enfant, quand il naît, n'ayant pas de père, n'a pas de statut civil et donc n'a pas droit à aller à l'école ni d'aller à l'hôpital. Donc c'est quelque chose qui est insupportable. Même s'ils ont été signataires des droits de l'enfant, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez courant. Et la meilleure façon, si la personne n'a pas pu avorter, c'est d'abandonner son enfant, entre guillemets, de l'abandonner à des organisations d'orphelins. Et là,
Donc, cette famille marocaine avait pu adopter cette petite qui, finalement, est restée loyale à sa mère biologique. Et à partir du moment où la maman adoptive a réalisé que elle avait, quelque part, il y avait une dette hein, entre, vous voyez, on revient à la notion de dette. Elle avait une dette vis-à-vis de cette femme qui lui avait donné son enfant, quelque part, puisque grâce à l'abandon de la mère biologique, elle pouvait vivre la maternité. Et forcément, parce que ça, c'est parfois difficile à comprendre, la maman biologique, elle avait une dette aussi vis-à-vis de la mère adoptive, puisque grâce à la mère adoptive, eh bien, quelqu'un prenait soin de la vie de son enfant. Et c'est ça la force des constellations, c'est qu'on peut faire prendre conscience de ça et redonner une bonne place à tous ceux qui ont contribué à la vie et à renoncer à tout ce qu'ils n'ont pas pu donner. Mais on va y arriver parce que voilà. Donc, la famille est un système ouvert, normalement, mais c'est pas toujours le cas. C'est un système ouvert, pourquoi? Parce que il a besoin de se renouveler génétiquement et donc il va accueillir, hein, c'est ça que je montre, il va accueillir des belles filles, des beaux fils et je vais revenir là, des belles filles et des beaux fils et s'ouvrir à, ça s'appelle l'exogamie, c'est-à-dire que il y a l'endogamie, c'est-à-dire on se marie entre cousins, parfois germains. Il y a parfois, on appelle ça l'inceste, hein, même des enfants qui naissent entre les parents et les enfants, entre les frères et sœurs. Il y a des familles qui fonctionnent comme ça parce qu'ils ont une peur de l'extérieur. Et leur inconscient les empêche d'aller vers l'extérieur et donc ils se reproduisent entre eux. Mais normalement, pour assurer la santé génétique d'une famille, il est important qu'il soit exogame. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un système ouvert. Et je vais peut-être aller un peu plus loin ici. Non, mais en fait, voilà. Euh, et c'est ça aussi qui crée de l'inceste, comme je disais tout à l'heure, c'est cette peur de l'extérieur et qui va faire que, par exemple, les parents ne vont pas mettre des interdits forts dans la sexualité manifestée entre les frères et sœurs ou entre un parent et son enfant. Et également, je parlais tout à l'heure de l'objectification, c'est que les individus de la famille deviennent en fait des objets et non plus des sujets et que les parents qui utilisent leurs enfants pour leurs besoins sexuels sont souvent aussi pris dans des problèmes de dette avec leurs parents à eux et pensent que c'est tout à fait normal que l'enfant leur donne cette sexualité et c'est ça qu'ils n'ont pas la notion de l'interdit. Voilà, donc tout ce que je dis là, ce n'est pas pour approuver l'inceste, loin de là, mais c'est quelque chose à tenir compte, c'est que si il y a des problématiques d'inceste dans une famille, il y a probablement aussi un respect d'une stratégie de survie. Et là, on peut aussi voir une loyauté qui est toxique, c'est on fait comme on a toujours fait dans la famille, de génération en génération, on se reproduit entre nous. On vit la sexualité entre nous, on ne va pas à l'extérieur. Et d'ailleurs, petite observation, quand il y a des femmes ça, qui ne peuvent être enceintes que si elles sont violées. C'est un truc, on va se dire, comment est-ce possible, Oriane, que tu dises une horreur pareille, mais c'est la seule façon, en fait, d'aller en exogamie, d'aller à l'extérieur, tout en restant loyal au système familial qui interdit d'aller à l'extérieur pour se reproduire. Donc la seule façon de pouvoir être fécondé par quelqu'un d'extérieur, c'est d'avoir été prise de force. Voilà, donc disons, cette loyauté, c'est la loyauté à un interdit. Et voilà, et donc la personne, l'individu,
est loyal à l'interdit en se faisant violer. C'est pas très drôle, je me doute bien. Alors, tout à l'heure, je parlais justement de ce conflit de loyauté, de se sentir déchiré entre papa et maman. Voilà. Et puis, il y a les relations extra-conjugales aussi qui peuvent être quelque chose d'intéressant au niveau des loyautés. Donc, je suis en couple marié avec un mari et j'ai un amant. Eh bien, c'est en fait une façon de pouvoir à la fois respecter une loyauté vis-à-vis du mari et une loyauté vis-à-vis d'une valeur que la personne a ou d'un besoin. Hein. On peut être loyal aussi à ses propres besoins. Et je ne suis pas suffisamment bien avec mon mari, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Ça va plus loin aussi, c'est que parfois, quand on a un parent défaillant, bon ici j'ai mis un père, mais ça peut être une mère, hein, euh, la façon de pouvoir être loyal indirectement, c'est d'être attiré par un partenaire qui va avoir une problématique qui pourrait être assimilée à celle du parent défaillant. Et donc, là, ici, la jeune femme va être déloyale à son père, elle va le rejeter, elle va l'ignorer, elle va pas respecter ce lien pour se protéger, et il n'y a pas de jugement à ce sujet, mais elle sait dans son cœur qu'elle est déloyale à son père et elle va réparer, et ça c'est une loyauté toxique, hein, elle va réparer en allant vers un partenaire qui a une difficulté aussi. Ici par exemple, j'ai pris quelqu'un qui est dépressif, qui prend des médicaments, des drogues, et donc elle va se mettre avec quelqu'un qui finalement est un peu le miroir de son parent défaillant. Voilà, alors en même temps, la répétition de comportements, c'est pas toujours une affaire de loyauté. Tant que l'exploitation d'une génération par l'autre continue, les mêmes comportements vont être observés, hein. C'est comme je le disais tout à l'heure. Ici, par exemple, c'est l'histoire d'un jeune homme, hein, Marc, qui finalement a créé une situation qui l'a empêché de faire des études et il a préféré aller en prison. Alors, quand on analyse son histoire, on découvre que son père a passé la moitié de sa vie en prison et donc n'a pas pu être présent, n'a pas pu donner de son temps, de sa présence et de remplir son rôle de père. Et le jeune Marc, finalement, lui, il s'est dit, moi, en ne faisant pas d'études, je n'ai pas permis à mon père d'être fier de moi, de se glorifier, d'avoir un fils qui a bien réussi dans sa vie parce que je voulais le punir quelque part, hein. Donc j'utilise des autres mots, mais c'est une façon de punir son père d'avoir été défaillant. Et voilà, donc ça, c'est une façon de rétablir la dette. Aïe, donc qu'est-ce qui se passe là? Alors, chaque famille a sa culture, ses principes, son histoire, ses traumas. Donc, il y a une famille, on va dire, d'origine ici rose, et puis on s'associe à une belle famille, une autre belle famille, et tout ça va être brassé et la loyauté va assurer la cohésion de tous ces systèmes familiaux et surtout préserver l'homéostasie. Donc, je parlais tout à l'heure des familles exogames et endogames. C'est ça, être exogame, c'est aussi intégrer l'histoire de la belle famille, ses valeurs, ses principes, sa culture, les traumas, etc. C'est d'intégrer tout ça et de créer une homéostasie, un équilibre entre tous ces aspects. Alors, top. Donc ça. Alors, donc la loyauté, ça sert à la survie de la descendance, à ne pas faire de la peine à ses parents. Ça peut être aussi la peur de l'exogamie. Ça peut justement, cette loyauté à la famille va primer sur je peux m'ouvrir.
à quelque chose de différent. C'est le besoin de répondre immédiatement à ses besoins, à ses pulsions. On objectifie les membres de la famille, on les utilise, on les jette, entre guillemets, on s'en sert, hein, et ce n'est plus des personnes. Et puis, c'est aussi payer le prix du malheur de nos parents pour éviter la culpabilité. Donc, ça veut dire quoi? La culpabilité, c'est vraiment le sentiment, en fait, on va dire, c'est le revers de la médaille de la toute-puissance. Donc, je prends sur moi tout ce qui va mal et quelque part, je prends la responsabilité de tout ça. Et cette responsabilité n'étant pas justifiée, ça devient de la culpabilité parce que c'est exagéré. En fait, c'est une façon de donner excessivement et donc on est de nouveau dans une forme de dette. On n'en sort pas. Alors, les phrases libératrices, bah, c'est de renoncer déjà à toutes les attentes à l'égard bah, de nos parents. C'est ça, c'est devenir adulte, c'est dire, OK, voilà, maintenant je suis adulte et je renonce, je renonce vraiment à tout ce que je pense que vous devriez me donner, que j'attends, eh bien, je renonce. Une autre phrase, c'est parents, papa, maman, je vous prends, je te prends tel que tu es, tel que vous êtes. Je vous prends comme ça. Et je prends la vie aussi que vous m'avez transmise au prix que cela vous a coûté. C'est trois phrases, on peut en trouver d'autres, comme je suis le petit et tu es le grand, hein, par exemple. Ça peut être aussi une phrase qu'on pourrait rajouter. Parce que quand je retrouve ma bonne place, et ma place d'enfant vis-à-vis de mes parents, eh bien, j'arrête d'être trop grand et de parentifier mes parents. Je renonce aussi à leur donner ce que je n'ai pas à leur donner. Voilà, voilà. Et voilà, on arrive tout doucement bah, à la fin. Donc, je rappelle l'atelier pratique du lundi 9 décembre. Donc, comme je disais, il y a une démo plus une mise en pratique. Et on verra bien sûr comment il est possible de sortir de toutes ces loyautés toxiques qui nous empêchent de vivre la vie que nous méritons. Alors, il y a aussi un replay de la démo et si vous vous inscrivez avant demain soir, eh bien, vous allez pouvoir économiser 34,50 €. Je ne fais pas de prix spécial, c'est-à-dire que c'est 150 € que vous soyez indépendant avec TVA intracommunautaire ou pas. Ce sera 150 €. Donc, ça veut dire que ceux qui ont TVA intracommunautaire n'ont pas de réduction. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà, parce que c'est 34,50 €, c'est la TVA que je prends sur moi. Alors, le résumé, c'est il y a souvent des confusions entre loyauté, dette et aussi les intrications. Donc, les intrications, très rapidement, c'est ces fameux liens que l'on a enfin, grâce ou à cause de la conscience de groupe qui fait qu'on va prendre sur nous la vie d'un ancêtre d'il y a 2 ou 3 générations. La loyauté et la fidélité d'une personne envers une autre ou envers des engagements, des règles, des principes qui sont respectés dans notre système familial. La loyauté agit avec la conscience individuelle et collective. Elle soutient la morale, mais parfois au détriment des lois systémiques et au détriment de la loi de l'amour universel. Voilà. Et la loyauté s'exprime aussi envers notre appartenance à un pays, une religion ou un parti politique. Les fameuses intrications dont je parlais cherchent à rétablir l'équilibre rompu et à faire respecter les lois systémiques. Donc, c'est ce que je disais. Le descendant va essayer de réinclure bah, la jeune fille qui a été tuée par ses parents pour sauver l'honneur de la famille. Eh bien, 2, 3 générations plus tard, ça va se produire. Les intrications aussi sont au service des loyautés inconscientes transgénérationnelles. Voilà, voilà. Bien. Alors, il y a toujours un temps pour les questions et je vous remets le lien Stripe et mon numéro de compte bancaire. Si vous n'avez pas de carte de débit, crédit ou quoi, vous pouvez payer en versant sur le compte IBAN qui est là. Donc, il suffit de copier ça
ou de payer par Stripe pour réserver votre atelier du 9 décembre. Voilà, voilà. Alors, avez-vous des questions? Je vais peut-être les enregistrer parce que ça plaît toujours aux personnes d'entendre des questions et surtout les réponses. Je vous écoute. Alors, moi, Oui, j'en ai une par rapport aux étrangers. Donc, si je comprends bien, moi, j'avais mon père qui était pied noir. oui, Donc, mais je suis remontée dans l'arbre généalogique. J'ai trouvé mon grand-père, mon arrière-grand-père qui était là-bas. Et après, ça s'est éteint. Je ne trouve plus rien. oui. Donc, on peut porter des choses de ces personnes qui sont mortes là-bas, en fait. Mais oui, tout à fait. Ok. Là, c'est des loyautés ben, à ce pays, à, à la Parce que dette dans qu'il y a eu entre le pays et ses citoyens, mais peut-être le- aussi par rapport à la France, qui avait une énorme dette vis-à-vis d'Algérie. Parce que là, on est vraiment dans un pays où il y a... Enfin, l'histoire de la France et de l'Algérie, ça a été terrible. Et l'Algérie, en tant qu'entité, elle avait une dette vis-à-vis de sa population. Et la France a eu une énorme dette parce que elle a tué, enfin, elle a commis des exactions terribles, elle a torturé. Enfin, et puis, Mm. quand on voit, je ne sais pas si les Harkis étaient tous algériens, mais les Harkis ont Pas tous. été mais très maltraités, sans aucun respect, planqués dans des cabanes à la sortie de la ville, avec des difficultés pour aller à l'école, etc. Enfin, c'est une honte ce qui s'est passé, Mm. et ça continue sur des générations, tant que c'est pas réparé. Alors, ils ont fait hein, des tentatives de réparation, mais je dirais c'est n'importe quoi, parce que en fait, on a besoin de rituels, des rituels d'accueil, des rituels pour quitter son pays. Euh, il y a un ensemble de comportements qui n'existent plus et qui font que on passe d'une situation à une autre sans transition. Oui, tout à fait. Et c'est violent, c'est de la violence, Mm. très violent. Merci en tout cas pour cette question qui est très importante. Oui. Et donc peut-être que je peux rajouter que la façon d'être loyal, c'est de ne pas profiter pleinement, même toi aujourd'hui, de ne pas profiter de ce que la France pourrait t'apporter et de ce que l'Algérie pourrait t'apporter. D'ailleurs, tu vis en Belgique. Depuis 22 ans. Oui, c'est vrai. Mm. Ouais. Oui, C'est toujours intéressant d'aller voir les recoupements comme ça. mm. Je peux apporter un cas d'une personne. Oui, Euh, Moi, j'ai eu une personne il y avait un secret de famille qui a été dévoilé, secret de famille du côté paternel, qui a été dévoilé par sa mère. C'est comme s'il était en loyauté avec, euh, c'est-à-dire que sa grand-mère aurait eu une relation extra-conjugale pendant que son mari était à la guerre. Il est parti à mhm. 107 ans. Et donc, il y a un enfant qui est né. Enfin, je l'ai découvert dans la Constelle, hein, on a vu que c'était un enfant. Et je voyais bien que cet homme, c'est comme s'il portait cette histoire, alors que son père, non, était en colère après son propre père, parce que le père, du coup, avait des doutes sur effectivement si ses enfants étaient bien ses enfants, du fait qu'il Oui. parce qu'il y a eu un déni total de ce qui s'est passé. On n'en parlait même pas. Ah oui, Donc c'est voilà. fou. Donc, c'est important que là, pour moi, c'est comme si lui, il était en conflit de loyauté. Enfin, il était en loyauté avec cette grand-mère. Il Oui, voulait absolument que ce secret soit levé. oui. Mais en même temps, il y avait quelque part, parce que conflit de loyauté, ça veut dire trahison aussi. Il était en train de trahir.
Alors, c'était compliqué pour lui, tout à fait. Parce que du coup, c'est pour ça que j'ai posé dans la constelle si j'avais le droit de lever le secret. Mhm. Effectivement. Donc, j'ai eu le droit. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis quelqu'un qui représentait le secret, personne ne le savait. Et le secret est allé directement à la grand-mère. Hmm. Voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, j'ai demandé est-ce qu'on pouvait aller plus loin. J'ai demandé à quelqu'un de venir poser la question si on pouvait lever le secret un peu plus loin. Donc, c'était possible. La personne est restée, a dit oui, oui, je veux. Donc, voilà. Mais si tu veux, j'ai vu comment cet homme, il portait ça. Ah oui, 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 tout Il à portait fait. ça. Mais Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de me dire, c'est comme s'il était pris un peu, est-ce que je peux le dire ou est-ce que je peux pas le dire? Parce que personne ne l'avait dit, personne ne le dit. Du oui, côté et ça, c'est cette fameuse conscience du groupe, la conscience collective, avec ouais, ces notions de ça se fait pas. Et qu'est-ce qui va se rééquilibrer deux, trois générations plus tard. Donc, la conscience collective répare deux ou trois générations après. Là, c'est deux générations. Elle d'accord. répare, mais surtout, ce qui est important ici, c'est que le secret, c'est aussi réintégrer le père biologique de l'enfant Oui. issu de cette relation. Et alors, le père biologique, parce qu'il voulait savoir, j'ai posé une question, savoir si c'était un étranger ou de la famille. Moi, je le sentais depuis que j'avais travaillé sur la constelle, je l'avais senti, mais c'était quelqu'un de la famille. Je me suis même posé la question si c'était pas un des frères, Hmm. Marie, Ah ben oui. qui n'était pas parti à la guerre. Voilà. Et ça, Donc, c'est des choses qui arrivent aussi au niveau de l'endogamie, d'accord. parce que ça, c'est des notions, parfois ici en Occident, on ne tient pas trop compte de ça. Exogamie, endogamie, il y a des régions dans le monde où l'endogamie est pratiquée Mal. très, très naturellement. Au Tibet, par exemple, une femme, on dit, ah, ils sont polluants, ils sont libres d'esprit, loin de là. C'est une autre forme de patriarcat. C'est que quand elle est mariée à un homme, eh bien, si cet homme doit partir 2 mois eh bien, ses frères peuvent avoir des relations sexuelles avec sa femme. Et donc, quand elle épouse un homme, elle épouse tous les frères avec. Et ça, on reste entre nous, on reste en famille. Donc, s'il y a un enfant qui naît, c'est dans la famille. On est entre nous. C'est une façon. Pour nous, parfois, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est des choses qui sont assez banales dans d'autres cultures, hein. Voilà, ou comme se marier avec les cousins. J'ai remarqué qu'au Maroc, c'est assez courant. Par exemple, dans ma famille au Portugal, maintenant, c'est beaucoup moins le cas, mais je dirais que jusque dans les années 80, ça se mariait entre cousins. Et par exemple, mes arrière-grands-parents, ils étaient cousins germains. Et donc, on croit toujours que nos arbres vont dans ce sens-là, de plus en plus large, parce qu'il y a de plus en plus de grands-parents, mais des fois, c'est pas le cas. Il y en a bien moins que ce qu'on imagine, parce que il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, c'était plus difficile d'avoir de la diversité dans les partis et que aussi de se marier entre membres de la famille, ça permettait de garder le patrimoine. Donc, dans le patrimoine, ça vient de pater, donc on prenait soin de conserver les terres et les biens dans la famille. Et tout ça, c'est encore en nous même si notre société nous a ouvertes vraiment très fort et que l'on va se marier avec des personnes parfois d'un autre pays, on a encore toujours ça en nous et ça peut revenir 2, 3 générations plus tard et ça peut s'exprimer aussi à travers une confusion entre les parents et les enfants où ils confondent les enfants avec des partenaires. Donc il y a l'inceste qui arrive. C'est une forme de confusion qui est là et qui est loyale à ce qui se passait 2, 3 générations précédemment où, ben oui, on faisait des enfants entre cousins, parfois entre frères et sœurs. Enfin, il y avait des choses. C'était pas partout comme ça, mais dans les villages, il y avait parfois beaucoup de confusion. Voilà. Encore une question.
à un Oui, moment donné, donc, j'ai fait rentrer l'enfant qui était. Il m'a semblé que comme il était exclu, il fait partie du clan d'une certaine manière. Enfin, est-ce qu'il fait partie du clan ou pas? oui, il fait partie du clan. Et du coup, il n'était pas du tout d'accord de faire partie du clan. Ah oui, parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière. Est-ce que il était vraiment de la famille ou est-ce que c'était un Voilà, Allemand? ouais, c'est ça. Mm. Hein, et donc là, Bon, je pense mais est-ce que c'est vraiment important finalement? Moi, enfin, dans les constellations, je ne cherche pas toujours à avoir trop de détails sur l'histoire, mais de s'incliner devant le destin compliqué et lourd de ses ancêtres et de donner une place, même si elle est en retrait dans le champ. Voilà. En fait, même de donner la place, c'est de dire, je te vois maintenant. ok. Ça suffit. Ok, merci. Il Mm. ne faut pas spécialement dire, ah oui, maintenant tu fais partie des nôtres, etc. Non, Non, parfois c'est c'est pas un. comme ça, mais c'était comment voir. Hmm. Je pense que lui, enfin enfin le petit-fils, Oui, il voulait savoir. Enfin, il avait hmm, besoin que cette personne soit réincluse parce que c'est comme s'il pensait qu'on l'avait exclu. oui, Voilà. Donc, mais c'est bien ce que tu viens de me dire. Et du coup, j'ai rendu la responsabilité parce que c'est comme si le petit le descendant. oui, il portait ça. Donc, j'ai Oui, rendu la responsabilité à ça c'est Noé, bien. à lui, l'enfant. Voilà, j'ai juste que je voulais que tu valides que c'était OK, ça. Parce que Mais tout à fait, et d'ailleurs, de dire c'était la première fois simplement, qu'on maintenant je peux te voir, oui, ou je vois que tu es le père de mon oncle, de mon je sais pas qui, ça suffit des fois. oui, tout à fait. OK. Hein. Merci. Génial. Merci hein, pour ce partage. Merci à toi. D'autres questions? En fait, je vais arrêter ici.